fait, je tourne cette vidéo. Je suis dans le même apparat, je sais pas comment on dit, que la vidéo précédente. Bon, je vais en tourner quelques-unes comme ça, donc vous me verrez peut-être dans le même attifé de la même manière. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Oui, donc pour le coup, moi ça va. Il fait beau, enfin il fait soleil. Et surtout, il fait chaud dans le sud. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Donc j'ai décidé de continuer de tourner. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis blanche. Non mais c'est parce qu'il y a le soleil sur moi, je suis pas si blanche quand même. Oui, donc après cette tempête de Nils, donc ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. Tout simplement parce que je prends des pauses, vous l'aurez remarqué maintenant, à force. Donc voilà, j'ai décidé des fois de prendre des pauses, de vous tourner des vidéos pendant une semaine ou deux et de m'évaporer comme ça parce que j'en ai besoin. Donc les amis, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop subi la tempête Nils et Pedro et il y en avait une avant, je ne sais plus, Oriana je crois le nom. Voilà, ici, bon moi j'habite en appartement donc ça va, c'était impressionnant. Bon, tout mon jardin a volé hein, mais ça va. J'ai toujours eu de l'électricité et je n'ai pas eu de dommages particuliers, ni dans ma ville, ni là où j'habite. Cependant, ma maman, qui habite dans une maison, n'a pas eu d'électricité pendant presque 72 heures. Hélas, tout est revenu, hein, parce que c'était quand même il y a 10 jours maintenant. Mais voilà, la tempête de Nils a fait beaucoup de dégâts dans le sud. Alors, chez ma maman, non. Elle a juste eu plus d'électricité, juste. Et donc tout a été rétabli assez rapidement. Rien de pour elle en tout cas, rien d'alarmant. Mais dans les environs où on habite toutes les deux, eh bien il y a eu beaucoup d'arbres couchés, il y a beaucoup de panneaux qui sont en position dodo. Et puis voilà, bon, on n'a pas de cours d'eau particulier qui aurait pu déborder, donc bon, ça va. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous, les amis qui habitez dans le nord, ou alors dans le nord, j'espère que vous n'avez pas trop eu de dégâts, de crues, d'eau, d'inondations, de tout ça. Moi, les inondations et le feu, c'est les deux seuls trucs qui me font hyper peur. Le feu parce que une fois que c'est parti, après t'as plus rien. Et l'eau, bon, tu peux quand même un petit peu gérer, mettre les trucs en hauteur, anticiper, etc. Mais c'est vrai qu'après, avec les inondations, quand tu dois quitter ta maison, c'est horrible. Bon, c'est tout pour les nouvelles météo. Donc hier et aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le jeudi 26 février. Il a fait très chaud, on a eu le plus chaud de la France je crois. Donc voilà, je crois plus de 26 degrés. Oui c'est ça, 26, bon bref. Et ça va durer je crois encore demain, je crois que samedi il pleut et après dimanche il fait beau, lundi il fait beau, etc. Mais bon, tout le monde dit oui, c'est le dérèglement climatique. Enfin chez moi, ça date pas d'hier que au moins en février, une fois en février et une fois en décembre, presque à l'approche de Noël, il a toujours fait un été indien quoi. Enfin, ouais, une période où il faisait 2, 3, 4 jours, on avait 25 degrés. Moi j'ai toujours connu
connu ça hein, ici. Bon, on n'est pas là pour épiloguer sur le dérèglement climatique. Voilà, sinon quoi d'autre? Niveau moral, ça va mieux. Ben ouais, ça va mieux, il fait soleil donc forcément ça va. Voilà, quoi d'autre? Rien du tout. Mes migraines, bon ben RAS, hein, j'en ai toujours autant. C'est toujours aussi compliqué, mais bon, je fais avec. J'ai mes traitements. Lundi, je vois ma spécialiste. Bon, pas pour ça, mais voilà. Et puis ma psychiatre, hein, je vais vous le dire carrément. On va pas tourner autour du pot. Lundi, je vois ma psychiatre. Et puis voilà. Que vous dire d'autre? Non, vraiment pas grand chose du tout sur les updates de ma vie. Demain c'est vendredi, donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous allez pouvoir profiter du week-end si vous travaillez pas et que voilà, que tout se passe bien pour vous les amis. N'hésitez pas à me raconter votre vie en commentaire, je serai ravie d'y répondre et de vous lire. Ça me gratte. Oh, il y a le soleil là. J'aime bien ce format. Bon, la lumière n'est pas tamisée, ça fait pas très ASMR, ça fait plutôt. Ça me gratte. Ça fait plutôt vidéo. Je sais pas comment on peut appeler ça, une vidéo vlog, mais je vlog pas en fait. Aouh, mon pied. Je sais pas. Et je chuchote quoi. Bon bref, trêve de blabla. Voilà, j'espère que vous ça va les amis, que vous avez passé une bonne semaine, des bons jours. Et puis voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui c'est savoir insolite, parce que je sais que tout le monde adore ça. Et moi la première, et apprendre des trucs, c'est ma passion. Donc on va partir sur quelle quantité de peinture est-il nécessaire pour repeindre la Tour Eiffel? En février 2025, la grève des salariés de la Tour Eiffel a mis en lumière le mauvais entretien de la Dame de Fer et l'apparition de zones de rouille. La Tour Eiffel est un monument indissociable du paysage parisien. Construite pour l'exposition universelle de 1889, elle est l'œuvre de Gustave Eiffel, d'où son nom, Tour Eiffel. Mais si on l'admire dans le monde entier, cette incroyable dentelle de fer demande un entretien constant. Le renouvellement de la peinture, nécessaire aux soins et à la préservation du fer pudelé, qui la compose, du fer pudelé. Elle est faite en fer pudelé, P-U-D-L-E, qui la compose a lieu lors d'une campagne de peinture longue et coûteuse. Mais les travaux de peinture de la tour ne se limitent pas à quelques couches de peinture et au choix de la couleur. Il nécessite une logistique lourde et une quantité de peinture impressionnante. Quand faut-il peindre la Tour Eiffel et combien de temps faut-il? Un entretien régulier est indispensable pour la conservation d'un ouvrage tel que celui-ci. En effet, la structure de fer souffre des intempéries et s'oxyde avec la pollution. C'est pourquoi la Tour Eiffel est repeinte tous les 7 ans en moyenne depuis sa construction. Un délai recommandé par Gustave Eiffel lui-même pour préserver ce fer presque pur, idéal pour créer des structures légères et robustes. Mais une campagne de peinture prend du temps. Selon son ampleur et sa complexité, elle peut durer
durer jusqu'à 3 ans, voire plus, car elle est soumise aux conditions météorologiques. En effet, la peinture n'adhère pas sur les structures mouillées ou trop froides. Quelle quantité de peinture faut-il pour repeindre la tour Eiffel? À vos pronostics. Avec ses 312 mètres de haut hors antenne, ses 125 mètres de large au sol et ses 7300 tonnes, la tour Eiffel impressionne. Conçue pour éblouir le visiteur, la première peinture de la tour fut rouge Venise, puis jaune orangé. Bizarre dans le paysage. Depuis 1968, c'est le ton brun tour Eiffel qui habille la Dame de Fer. Plus sombre au pied de la tour, il s'éclaircit jusqu'à son sommet et lui donne un aspect plus élancé. Mais quelle que soit sa couleur, plusieurs couches de peinture sont nécessaires pour protéger ces 2 500 000 rivets et ces 18 038 pièces de fer. Et le poids de peinture utilisé est ahurissant, d'autant qu'une couche de peinture de finition vient encore l'alourdir. Cela représente 60 tonnes de peinture, soit l'équivalent de 26 000 pots de peinture. Quel est le coût pour repeindre la tour Eiffel en fer? Gustave Eiffel avait prévu des travaux de peinture de la tour destinés à durer 20 ans, tous les 7 ans, un élément essentiel pour la protection de la structure. Mais la Dame de Fer est toujours en place. Elle est devenue l'emblème de la ville de Paris et de la France. Sa mise en beauté est indispensable. Mais l'entretien de la tour est coûteux. Aux couches de peinture s'ajoute l'intervention d'une équipe de peintres spécialisés en travaux sur charpente métallique et sur les édifices de grande hauteur. La préparation du chantier est minutieuse. Les peintres sont retenus par des cordes de sécurité arrimées à des points d'attache sur les poutrelles de la tour et par des lignes de vie. La présence des filets de protection sous les zones de travail évite les chutes d'objets sur les visiteurs. En fonction des travaux, le coût peut donc s'élever à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, vous l'avez compris, 60 tonnes de peinture pour repeindre la tour Eiffel tous les 7 ans, à peu près. J'ai pas préparé le bail, la vidéo, donc je vais faire au pif. On va partir sur un sujet pas très glorieux, mais il fait soleil, donc on peut se permettre de parler de ça. Rien à voir. Mort douloureuse, voici les pires façons de mourir. C'est un fait inéluctable, la finitude nous concerne tous. Si la plupart d'entre nous aspirent à une fin sereine, lové dans le sommeil, la crainte d'une agonie marquée par la souffrance physique reste une préoccupation humaine majeure. Dès lors, quelles sont les causes de décès réputées pour être les plus éprouvantes pour le corps et l'esprit? On rêve tous de passer l'arme à gauche paisiblement, si possible dans son sommeil, pour ne rien voir venir et surtout ne pas souffrir. Malheureusement, peu de personnes ont la chance. Attendez, il y a un truc qui s'allume là. Voilà. Malheureusement, peu de personnes ont la chance de faire l'expérience de cette mort douce. En effet, certaines façons de mourir sont bien plus douloureuses et cruelles, comme la noyade. Le fait de mourir brûlé vif, assoiffé, affamé, etc.
Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Quelles sont les morts les plus douloureuses? Et ça, il faut dire que c'est une sacrée question. Morts les plus stupides, quelles sont les morts les plus insolites? Certains ont quitté ce monde de façon mémorable. En voici quelques exemples. Milon de Crotone, athlète grec qui, pour prouver sa force, a fendu un arbre en deux. Ses mains restèrent coincées dans le tronc et il fut dévoré par des bêtes sauvages. Mais pourquoi? Why? Esquile, dramaturge grec, mort assommé par une tortue qu'un aigle a jeté sur son crâne chauve, confondant celui-ci avec une pierre. Chrysippe de Solès, philosophe, mort en riant à sa propre plaisanterie. Bertrand du Guesclin, mort d'avoir bu une eau trop froide après avoir combattu au soleil. Tycho Brahe, astronome, mort de rétention urinaire. Ah ben ouais, mais bon, en même temps, astronome, tu vas faire pipi. Je comprends que tu sois passionné, mais à un moment donné... Gabriel Sanson, fils de bourreau, mort en tombant de l'échafaud alors qu'il présentait une tête à la foule. Franz Reichelt meurt en testant son invention, le manteau parachute, en sautant du haut de la tour Eiffel. Ah, on commence à voir le toilette. Mort la moins douloureuse, quelle est la mort la plus agréable? Si le simple fait de mourir est difficilement associé à quelque chose d'agréable, il existe cependant plusieurs manières de mourir considérées comme douces et sereines ou sereines. Le décès naturel dans le sommeil est ainsi souvent cité comme l'exemple typique d'une mort paisible. En effet, la personne s'endort et ne se réveille simplement pas sans aucune souffrance apparente. Dans les cas des maladies terminales, l'utilisation de soins palliatifs peut permettre une fin de vie apaisée sans douleur excessive. Ces soins ont pour objectif de soulager la souffrance physique de la personne, mais aussi sa souffrance psychologique. Gardons toutefois à l'esprit que la perception d'une mort agréable diffère d'une personne à l'autre. C'est pas mal ce soleil là. Oh là là, on voit mes cheveux blancs, c'est horrible. Bon. Quelle est la mort la plus lente? Les maladies dégénératives à progression lente, comme certaines formes de cancer, peuvent être considérées comme une mort longue, ces dernières prenant parfois plusieurs années avant de faire cesser de battre le cœur d'une personne. Cependant, il est important de noter que chaque situation est unique et la perception de la durée de la mort peut varier d'une personne à l'autre. Quelle est la pire mort du monde? D'après la science, voici les 5 morts les plus douloureuses. Mourir de faim, mourir de soif, déshydratation, être décapité, être crucifié et enfin mourir brûlé. Lorsqu'on meurt de faim ou de soif, le corps cesse peu à peu de fonctionner, y compris le cerveau, ce qui cause des délires. Les différents organes n'étant plus capables d'assurer leur rôle, cela entraîne une multitude de dysfonctionnements et des douleurs atroces. La décapitation a l'avantage par rapport aux autres causes de décès d'entraîner une douleur, certes très vive, mais normalement brève. Quand c'est bien fait quoi. Ce n'est pas le cas de
la crucifixion qui cause une asphyxie progressive et donc un décès douloureux qui peut durer de longues heures. On me voit plus ici. Enfin, mourir brûlé serait également l'une des morts les plus douloureuses. Cependant, il faut savoir que 75% des personnes prises dans un incendie, par exemple, meurent à cause des vapeurs toxiques et non des brûlures en elles-mêmes. Quelles sont les pires méthodes d'exécution de l'époque? Parmi les méthodes brutales de l'époque ancienne pour appliquer la peine de mort, on retrouve des exécutions des plus insolites, telles que la décapitation publique, l'utilisation de la guillotine, notamment pendant la Révolution française, a été critiquée pour son caractère brutal et spectacle public. Le scaphisme, cette méthode perse consiste à immobiliser la victime, la nourrir pour lui provoquer diarrhée et vomissements, et lui rendre le corps, et lui enduire le corps d'un mélange de miel et de lait. L'objectif est que les excréments et le sucre attirent les insectes afin que la personne souffre de morsures et de blessures graves conduisant à un choc septique. On ne me voit plus, coucou. L'aigle de sang, comme dans Viking. La pratique consiste à ouvrir la peau du dos de la victime, à lui casser les côtes et à retirer ses poumons. Les côtes cassées et les poumons exposés émulent la figure d'un aigle. Vous voyez là, la peau comme ça, là, avec les côtes. Enfin, dans le dos plutôt. Miam miam. Le bûcher, historiquement utilisé pour les accusations de sorcellerie et d'hérésie, il impliquait de brûler vif le ou la condamnée qui mourait d'asphyxie à cause des fumées toxiques ou brûlée par les flammes. La crucifixion, une méthode ancienne où la personne était clouée sur une croix en bois et laissée pour mourir de manière lente et douloureuse. Quels sont les différents... Oh, on a une bonne vidéo là, surtout qu'on ne me voit plus. On me voit plus. Vous avez la ref. Une bonne vidéo bien positive. Quels sont les différents modes d'exécution? De très nombreuses méthodes d'exécution existent et ces dernières peuvent varier en fonction des pays, des cultures et des époques. En voici quelques-unes. La pendaison. Cette méthode d'exécution est toujours utilisée dans de nombreux pays. La personne est suspendue par une corde autour du cou, ce qui provoque la mort par strangulation ou par rupture de la nuque. La décapitation utilisée dans des pays comme l'Arabie Saoudite, elle consiste à trancher la tête du condamné, généralement avec une épée ou une hache. La fusillade, voilà, c'est super gay quoi. La fusillade, elle est pratiquée par un peloton d'exécution et reste le mode d'exécution les plus répandus dans certains pays, notamment pour des crimes militaires ou contre la sûreté de l'État. La mise à mort par électrocution, c'est une méthode d'exécution utilisée principalement aux États-Unis, où le condamné est attaché à une chaise électrique et la mort est provoquée par un courant électrique. L'injection létale, elle est devenue la méthode d'exécution standard dans de nombreux États américains. Elle implique généralement l'injection de 3 médicaments différents qui anesthésient le condamné, paralysent ses muscles et arrêtent son cœur. La lapidation pratiquée dans certains pays, elle implique de jeter des pierres sur le condamné enterré dans le sol et dont seule la tête dépasse jusqu'à que mort s'en suive. La méthode du gaz, désolé pour le frigo, utilisée dans certains des États
dans certains États des États-Unis, elle consiste à placer le condamné dans une chambre remplie de gaz toxiques. C'est pas terminé, hein. J'ai bientôt terminé. Quand on parle, j'espère que ça vous a endormi quand même de parler de mort, d'injection, de chaises électriques et de décapitation. En tout cas peut-être, hein, parce que moi des fois je m'endors en écoutant du true crime et des affaires criminelles où ils sont... Ouais, c'est mon frigo, il fait un bruit mais on dirait qu'il veut se manifester, voilà. Tais-toi. J'ai envie de le jeter un truc dessus. Donc je disais oui que des fois moi je m'endors en écoutant du true crime et des affaires criminelles, donc je vous laisse imaginer comment c'est gay quoi. Quelle est la pire douleur au monde? Quand on parle de pire douleur, on pense à l'accouchement, mais celui-ci est concurrencé par la colique néphrétique, la migraine. Alors là, voilà. Hein, on est d'accord les amis. Je suis contente que ce soit écrit. La fibromyalgie, la polyarthrite rhumatoïde, les problèmes digestifs liés à la maladie de Crohn et l'amputation du doigt. Il s'agit de la partie du corps la plus innervée. Deux types de douleurs seraient cependant plus éprouvants pour le corps que l'accouchement lui-même. La piqûre de Paraponera, une fourmi venimeuse vivant en Amazonie. Et le CDRC, syndrome douloureux régional complexe. Un dysfonctionnement nerveux engendrant des douleurs insupportables. Quel est le top 3 des pires douleurs? Déterminer les pires douleurs reste subjectif, mais un consensus médical s'établit souvent autour de 3 sommets de souffrances particulièrement redoutées. En tête, on trouve souvent la névralgie du trijumeau, décrite comme des charges électriques faciales si fulgurantes qu'elle est surnommée la maladie du suicide. La migraine l'est également. Vient ensuite l'algie vasculaire de la face. Voilà, un peu comme les migraines quoi. Une douleur atroce localisée derrière l'œil comparée à un broyage osseux sans répit. J'en ai eu fait des algies. J'alterne algie, migraine. Oh mais c'est pas possible, tais-toi. Enfin, le syndrome douloureux régional complexe, souvent évalué comme le stade ultime sur l'échelle de McGill, provoque une sensation de brûlure continue et une hypersensibilité extrême, dépassant même la douleur d'un accouchement et d'une amputation. Quel type de mort ne ressent pas la douleur? Une mort quasi... Après c'est terminé, on arrête de parler de mort. De toute façon, une demi-heure. Je pensais que la vidéo allait durer 20 minutes. Une mort quasi instantanée qui survient plus rapidement que le temps de traitement de l'influx nerveux par le cerveau est généralement considérée comme sans douleur. Pour que le système nerveux central perçoive une souffrance, il faut environ 150 à 300 millisecondes pour que le signal voyage des récepteurs jusqu'au cortex cérébral. Par conséquent, des événements catastrophiques comme une implosion sous-marine à grande profondeur où la compression est immédiate, une explosion massive à proximité immédiate ou une destruction directe et totale du cerveau comme un traumatisme crânien balistique foudroyant entraîne une perte de conscience définitive en quelques microsecondes. Dans ces scénarios extrêmes, le centre de la perception est annihilé avant même que l'information douleur ne puisse être générée ou interprétée par l'organisme. Et voilà les amis, 29 minutes de vidéo. Je pensais pas du tout que ça allait durer autant de temps. Je pensais pas que l'article sur la mort allait être si long. En tout cas, j'espère que vous allez bien dormir et surtout que vous allez vous réveiller demain matin. J'aime bien cette petite lumière là, regardez, hop là.
Et en tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo ASMR. Dormez bien, reposez-vous bien, c'est important le sommeil. Voilà. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous invite à mettre un petit emoji. Lequel? Crâne ou cercueil? Non, un petit emoji. Ah, il n'y a pas l'emoji Tour Eiffel. Un emoji. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous mettez un emoji. Clown. Voilà. Un emoji clown. Je vous fais de très gros bisous. Je sais pas pourquoi je propose ça. Je vous fais de très gros bisous, les amis. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.